Alors on poursuit avec le Rambam. Étude du jour, Sefer Mitzvot. Donc on est le 27 Eshvan, 5786. Et Reptov à tous et toutes. Commandement positif numéro 245, c'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi de l'achat et de la vente, c'est-à-dire de quelle manière se pratique une acquisition et une vente entre les vendeurs et les acheteurs. Ce procédé nous est enseigné par le verset « Si donc tu fais une vente à ton prochain ou si tu acquiers de sa main quelque chose », que nos maîtres interprètent ainsi « Si tu acquiers de sa main quelque chose », c'est-à-dire en le déplaçant. Et c'est déjà avéré que selon la Torah, une marchandise s'acquiert par le versement du prix d'achat. Quant au déplacement, dans le cas de biens mobiliers, il ne constitue qu'une disposition ordonnée par nos maîtres. De même que la faculté pour le vendeur de pouvoir transmettre l'objet à l'acheteur ou de le faire soulever autre mode d'acquisition prévu par les sages. Nos maîtres expliquent ainsi ce problème, de même que le déplacement a été institué comme mode d'acquisition pour les acheteurs, de même en est-il du déplacement pour les gardiens. Tu comprends ainsi que les conditions d'acquisition par le déplacement du marchandise lors d'une vente ont été instituées par nos maîtres, comme cela est expliqué à son endroit en ce qui concerne les autres modes d'acquisition de terre et autres choses semblables, c'est-à-dire par le contrat de vente et par l'entrée en jouissance. Les sages les ont institués en s'appuyant sur des versets de la Torah. Les détails juridiques de ce commandement, c'est-à-dire de la connaissance des modes d'acquisition de telle ou telle sorte de biens, se trouvent exposés dans le premier chapitre du traité Kiddushin, dans le chapitre 4 et dans le chapitre 8 de Baba Metzia, et dans les chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 de Baba Batra. On poursuit avec 3 prakim. Donc, nous sommes le 27 Eshvan, 5786, Sefer Kinyan, loi relative à la vente, introduction, chapitre 1. Au nom de l'Éternel, le principe de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse au prix de tous tes biens. Rends-toi possesseur de la raison. Proverbe 4.7, 12e livre de l'acquisition. Ces ensembles de lois sont au nombre de 5. Donc voici l'ordre. Loi relative à la vente, loi relative à l'acquisition et au don, loi relative aux relations entre voisins, loi relative aux mandataires et aux associés, loi relative aux esclaves. Les commandements inclus dans celles-ci sont expliquées en leur nom, lieu, loi relative à la vente. Elles comprennent 5 commandements, un positif et 4 négatifs. 1. La loi de l'achat et de la vente. 2. Ne pas léser autrui dans une transaction. 3. Ne pas léser autrui verbalement. 4. Ne pas léser un converti financièrement. 5. Ne pas le léser verbalement. On trouvera l'explication des lois précitées dans les chapitres suivants. L'objet de la vente ne s'acquiert pas par des paroles, mais en présence de témoins. Comment cela? L'un dit à l'autre, je te vends cette maison, je te vends ce vin, ou je te vends cet esclave. Et il fixe le prix de la transaction, sur quoi l'acheteur accepte et déclare, j'ai acquis, et le vendeur accepte et déclare, j'ai vendu. Ils disent alors aux témoins, soyez pour nous témoins qu'un tel a vendu et qu'un tel a acheté. Cela est sans aucune valeur juridique, comme s'il n'y avait jamais eu commerce entre eux. Il en va de même dans le cas où l'un fait un don et l'autre l'accepte. Mais si l'objet est acquis par l'un des procédés d'acquisition qui lui sont propres, l'acheteur l'acquiert. Il n'y a pas du tout besoin de témoins et aucune des parties ne peut se rétracter. Comment l'objet de la vente s'acquiert-il? Les biens immeubles s'acquièrent par l'un des 3 moyens suivants. De l'argent, un acte écrit, razaka, la prise de possession. Comment un bien immeuble s'acquiert-il par de l'argent? Si une personne vend une maison ou un champ et que l'acheteur lui donne de l'argent, il l'acquiert. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Là où l'on n'écrit pas d'acte de vente. En revanche, là où il est d'usage d'écrire un acte de vente, l'acheteur ne fait pas acquisition du bien immeuble tant qu'un acte de vente n'a pas été rédigé. Un meuble ne s'acquiert pas avec moins que la valeur d'une peruta. Si l'acheteur pose la condition suivante, si je ne le désire, j'acquérerai avec de l'argent ou avec un acte de vente et qu'il donne l'argent sur la base de cette condition, la vente est valide et le vendeur ne peut se rétracter du fait de la condition. En revanche, l'acheteur peut se rétracter jusqu'à ce que l'acte de vente soit rédigé. Il en va de même dans l'autre sens si le vendeur a posé pareille condition. Quand quelqu'un dit à un autre, donne un mané à un tel et ma maison te sera acquise. Dès que ce dernier donne le mané au tiers, il acquiert la maison en vertu de la loi relative à la caution qui s'engage sans ne rien recevoir en échange. Comment un bien
immeuble s'acquiert-il par un acte? Si un propriétaire écrit sur du papier, sur un tesson ou sur une feuille d'arbre, mon champ t'est donné ou mon champ t'est vendu, dès que l'acte parvient en la main de l'acquéreur, il en fait acquisition bien qu'il n'y ait pas du tout de témoin et que le document en soi n'ait aucune valeur pécuniaire. De quel cas s'agit-il? Du cas de celui qui vend un champ en raison de sa mauvaise qualité. Mais pour les autres biens immeubles, même si l'acte de vente parvient en la main de l'acheteur et porte la signature du témoin, l'acheteur ne l'acquiert pas avant d'en avoir donné l'argent. Comment un bien immeuble s'acquiert-il par razaka? Si quelqu'un vend ou fait don d'une maison ou d'un champ, dès que l'acquéreur en ferme l'entrée, c'est faire paragraphe 10, lui dresse une clôture ou ouvre une brèche dans son enceinte. Il en fait l'acquisition à condition que son action soit utile. De quel cas s'agit-il? Du cas où l'acquéreur accomplit un acte de razaka en présence du vendeur ou du donateur. En revanche, s'il accomplit cet acte sans que le vendeur ou donateur ne soit présent, il faut, pour que l'acquisition soit effective, que le vendeur ou donateur lui dise « va, prends possession et acquiert ». Si ensuite il accomplit un acte de razaka, il fait effectivement acquisition du bien immeuble, bien que cela ne soit pas en présence du propriétaire. Celui qui vend une maison à autrui et lui en transmet la clé est considéré comme s'il lui avait dit « va, prends possession et acquiert ». De même, celui qui vend une citerne, dès qu'il en remet le sceau à l'acheteur, c'est comme si il lui avait dit « va, prends possession et acquiert ». Ainsi, lorsque l'acheteur accomplit un acte de razaka, il acquiert le bien. Comment l'acquisition se fait-elle par l'acte de razaka, qui consiste à fermer un bien immeuble? Par exemple, un propriétaire vend une maison ou une cour et la porte en est ouverte. L'acheteur la ferme pour la rouvrir, ensuite il réalise ainsi un acte de razaka et acquiert le bien car l'usage qu'il en a fait a été utile. Comment celui qui accomplit un acte de razaka consistant à enclore un bien immeuble en fait-il acquisition? Par exemple, dans le cas où il existait déjà une clôture que l'on pouvait facilement escalader. Si l'acheteur a ajouté une quelconque hauteur complétant ainsi sa hauteur à 10 tépharim, de sorte que l'on peut maintenant difficilement l'escalader, c'est un acte utile et il acquiert le bien immeuble. De même, s'il y avait une brèche par laquelle on pouvait difficilement entrer, il l'a élargie de sorte que l'on peut maintenant facilement entrer, c'est un acte utile et il acquiert le bien immeuble. S'il a placé une pierre de manière bénéfique, par exemple en maintenant ainsi l'eau dans le champ, ou s'il a retiré une pierre de manière bénéfique, par exemple en introduisant ainsi l'eau dans le champ, il acquiert le champ. Et de même pour tout cas semblable. Quand quelqu'un vend ou fait don à autrui d'un champ attenant au sien, de ce dernier, dès que celui-ci piétine et annule la limite entre les deux champs en égalisant le terrain, de sorte qu'ils deviennent comme un seul champ, il acquiert le champ. En revanche, si le parcours le champ en longueur et en largeur, cette marche n'est d'aucune utilité pour l'acquisition, mais s'il lui a vendu un chemin s'étendant entre des vignobles, l'acheteur l'acquiert par la marche, étant donné que le chemin est destiné à cet usage. Quelle est la mesure de la largeur du chemin qu'il peut acquérir en marchant? Si le chemin est délimité par des murs, il acquiert la largeur suffisante pour lever un pied et poser l'autre à côté. S'il n'y a pas de mur, il acquiert la largeur suffisante pour tourner sur lui-même tout en portant un fagot de branches de vigne sur la tête. S'il s'agit d'un terrain rocheux que l'on n'a la possibilité d'acquérir ni par une clôture ni par une brèche et qui ne peut être ensemencé, l'acte de razaka permettant de l'acquérir consiste à y étendre des fruits, y placer des animaux ou y pratiquer un autre usage similaire. Si quelqu'un vend un champ à autrui, que l'acheteur y entre et l'ensemence, le laboure, recueille les fruits de l'arbre, pratique la taille de l'arbre en tout acte semblable. Il fait acquisition parce qu'il a réalisé un acte de razaka. Aucun d'eux ne peut se rétracter. Le même, si le vendeur recueille un panier de fruits et le remet à l'acheteur, ce dernier acquiert immédiatement le champ par cette razaka, car le vendeur a dévoilé de par ce fait son intention de lui faire acquérir ce champ de manière absolue, si bien que les fruits en sont devenus les siens de l'acheteur. Un gentil ne fait pas acquisition par razaka, mais seulement par un acte de vente assorti de la remise de l'argent. Un juif qui vient du fait d'un gentil, c'est-à-dire qu'il achète un bien immeuble à un gentil, a dans cette transaction le même statut qu'un gentil et ne peut acquérir le terrain que par un acte de vente assorti de paiement. Tout ce qui est attaché à la terre, les plantes, a le même statut que la terre et peut être acquis par de l'argent, par un acte de vente ou par razaka. Mais si les plantes n'ont plus besoin de rester attachées à la terre, comme dans le cas de raisins prêts à la vendange, elles sont considérées comme des biens meubles pour ce qui est de leur acquisition et la loi relative à la du prix est appliquée.
De même que l'acquisition d'un bien immeuble se fait par de l'argent, par un acte de vente ou par razaka, de même la location d'un bien immeuble peut se faire par de l'argent seul, par un acte seul ou par razaka. En aucune des parties ne peut alors se rétracter. Si quelqu'un vend à autrui 10 champs dans 10 pays, dès que l'acheteur accomplit un acte de razaka sur l'un d'eux, il les acquiert tous, même si l'un d'eux est sur une haute montagne et un autre le lit d'une rivière, de sorte que l'usage de chacun d'eux est différent. Néanmoins, dès qu'il réalise un acte de razaka sur l'un d'eux, il acquiert le reste. De quel cas s'agit-il? Du cas où il a versé le paiement de tous les champs. Mais s'il n'a pas versé le paiement de tous les champs, il n'acquiert que ce qui correspond à la somme d'argent payée. C'est pourquoi si on lui fait don de tous ses champs, il lui acquiert tout par la razaka. Il en va de même pour la location. Dès que le locataire réalise un acte de razaka sur l'un des champs loués, il les acquiert tous pour toute la durée de la location. Si une partie des terrains lui a été vendue et l'autre louée, dès qu'il réalise un acte de razaka sur l'une des propriétés qui lui a été vendue ou louée, il les acquiert tous à condition qu'il ait déjà payé pour les terrains achetés. C'est faire qu'il y a une loi relative à la vente, chapitre 2, l'esclave cananéen est semblable à un bien immeuble pour ce qui est des modes d'acquisition. Il s'acquiert par de l'argent, par un acte de vente ou par razaka. Quel est l'acte de razaka permettant l'acquisition d'un esclave? Celui qui consiste à en user comme l'on use des esclaves en présence de son maître. Comment cela? Si l'esclave défait la chaussure de son nouveau maître, la chausse, emporte ses effets. À l'établissement de bain, le déshabille, l'enduit d'huile, le gratte, l'habille ou le soulève, son nouveau maître l'acquiert ainsi. De même, si le maître soulève l'esclave, il l'acquiert. Si l'acquéreur prend de force l'esclave et l'amène vers lui, il acquiert car les esclaves s'acquièrent par traction. Meshika. De cette manière. En revanche, si l'acquéreur appelle l'esclave et qu'il vienne à lui ou si son maître précédent lui dit va auprès de l'acheteur et qu'il y aille, ce dernier ne l'acquiert pas tant qu'il ne l'a pas tiré avec force vers lui, ou qu'il n'en a pas usé, comme nous l'avons expliqué. Si l'acquéreur accomplit un acte de razaka sur l'esclave en l'absence de son maître initial, il faut, pour que l'acquisition soit valide, que ce dernier lui ait dit au préalable, va, prends possession et acquiert. Un esclave mineur a le même statut qu'un animal et s'acquiert par les procédés d'acquisition des animaux ainsi que par les procédés d'acquisition des esclaves. C'est pourquoi il acquiert par traction, même si le maître ne prend pas de force. Un animal menu ou gros s'acquiert par traction, bien qu'il soit possible de le soulever pour l'acquérir. Les sages n'ont pas requis de le soulever parce qu'il risque de se heurter au sol quand il est reposé. Toutefois, si l'acheteur soulève l'animal, il l'acquiert. Le soulèvement d'un bien immeuble est un procédé d'acquisition effectif en tout lieu. En revanche, l'attraction d'un bien est un procédé d'acquisition qui n'est effectif que dans une simta et dans une cour appartenant aux deux parties, mais non dans le domaine public, ni dans une cour n'appartenant à aucun des deux. Comment acquiert-on un animal par traction? Inutile de dire que l'acquéreur acquiert l'animal dans le cas où il le tire et il marche, ou dans le cas où il le chevauche et il marche avec lui. Mais même s'il appelle l'animal et qu'il vienne, ou s'il frappe l'animal avec un bâton, ou qu'il se mette à courir devant lui, dès lors que l'animal lève une patte avant et une patte arrière, il l'acquiert. Tout cela ne vaut que s'il tire l'animal en présence du précédent propriétaire. Mais s'il a tiré en l'absence du propriétaire, il faut, pour que l'acquisition soit valide, que ce dernier lui ait dit au préalable, va, tire l'animal et acquiert-le ainsi. Dès lors que celui qui vend ou qui fait don d'un troupeau à un autre lui remet l'animal meneur, c'est-à-dire celui qui marche en tête de troupeau et est suivi par tous les autres animaux. Il n'a plus besoin de lui dire « tire et acquiert ». En effet, remettre cet animal à l'acheteur est considéré comme lui dire « va, tire et acquiert ». Ainsi, quand l'acquéreur tire les autres animaux du troupeau, bien qu'il le fasse en l'absence du propriétaire et sans que celui-ci lui ait dit « va, tire et acquiert », il les acquiert. Telle est la loi relative à celui qui dit à un autre tire cet esclave ou cet animal et tu en feras acquisition. Réalise un acte de razaka sur ce bien immeuble et tu en feras acquisition ou une expression semblable au futur. L'acquéreur qui tire l'esclave ou l'animal ou réalise un acte de razaka sur le bien immeuble n'en fait pas acquisition, car l'expression tu en feras acquisition signifie que l'acquisition se fera dans le futur et donc au moment de la prise de possession, le propriétaire ne lui en a pas encore transféré la propriété. Plutôt le vendeur ou donateur doit dire à l'acquéreur va, tire et acquiert, ou autre expression semblable signifiant que l'acquéreur acquiert le bien maintenant au moment où il le tire ou réalise l'acte de razaka.
Si un homme dit à un autre, tire cette vache et tu ne l'acquerras qu'après 30 jours, et que celui-ci la tire et ne l'acquiert pas. S'il lui dit acquiert-la à partir de maintenant et après 30 jours, l'acquéreur acquiert la vache même si elle se trouve dans un marais le 30e jour. Car cela est considéré comme s'il lui en avait transféré la propriété à partir du maintenant sous une condition. Une fois la condition accomplie, l'acquisition est effective. Et quiconque dit à condition que est considéré comme s'il avait dit explicitement à partir de maintenant. Telle est la loi relative à celui qui vend ou fait don d'un animal à un autre en lui disant acquiert-le comme les gens ont l'habitude de faire acquisition. Si l'acheteur ou donataire tire ou soulève l'animal, il l'acquiert. Mais s'il le chevauche, cela dépend. S'il chevauche dans un champ, il l'acquiert. Mais s'il le chevauche en ville, il ne l'acquiert pas car les gens n'ont pas l'habitude de chevaucher un animal en ville. C'est pourquoi si l'acheteur ou donataire est A, un homme important habitué à chevaucher en ville ou B, un homme extrêmement vil qui n'est pas gêné par le fait de se déplacer en ville en chevauchant un animal, tels ceux qui prennent soin de l'élevage des animaux ou les esclaves, ou encore c'est une femme qui n'a pas la force de conduire l'animal à pied, ou bien si l'acheteur ou donataire se trouve dans un domaine public très fréquenté et craint que des passants s'interposent entre lui et son âne. S'il se contente de le tirer à la main, il l'acquiert en le chevauchant à condition que l'animal avance avec lui. C'est Sefer Kinyan, loi relative à la vente, chapitre 3. Selon la loi de la Torah, les animaux comme les autres biens mobiliers s'acquièrent par de l'argent. Dès que l'acheteur a remis l'argent, il en a fait acquisition et aucun des contractants ne peut se rétracter. Cependant, les sages ont institué que les biens mobiliers ne s'acquièrent que par soulèvement agbar ou par traction meshika, dans le cas d'un objet qui n'est pas soulevé d'ordinaire. Comment cela? Si du bois, du lin ou ce qui est semblable sont réunis en une charge si grande qu'il est impossible de la soulever. Cette charge ne s'acquiert pas par traction parce qu'il est possible d'en défaire le lien et de soulever chaque morceau de bois séparément. Il en va de même pour tout cas semblable. En revanche, une charge composée de noix, de poivre, d'amandes ou quelque chose de semblable qui est si grande qu'une seule personne ne peut pas la lever, s'acquiert par traction. En effet, si on la défaisait, les produits seraient alors séparés et on aurait beaucoup de peine à les lever un à un. Il en va de même pour tout cas semblable. Un bateau, étant donné qu'il est impossible de le soulever et que le tirer exigerait un effort considérable qui ne pourrait être accompli que par plusieurs personnes. Les sages n'ont pas requis de traction pour en faire acquisition. Plutôt, il acquiert par la remise à l'acquéreur. Il en va de même pour tout cas semblable. Et si le vendeur dit à l'acheteur va tirer et acquiert, l'acheteur n'acquiert le bateau que s'il le tire entièrement et le dégrade de toute la place qu'il occupait, car le vendeur a tenu à ce que l'acheteur ne l'acquiert que par traction. Tu apprends donc que celui qui achète des biens meubles peut se rétracter quand même il aurait versé au vendeur l'intégralité du paiement. De même, le vendeur peut-il se rétracter tant que l'acheteur n'a pas soulevé l'objet, ni ne l'a tiré s'il s'agit d'un objet qui n'est pas généralement soulevé, ou bien tant que le vendeur n'a pas remis l'objet à l'acheteur s'il s'agit d'un objet qui n'est pas tiré d'ordinaire. Mais dès lors que l'acheteur soulève ou tire un objet qui n'est généralement pas soulevé, ou bien se fait remettre un objet qui n'est généralement pas tiré, il en fait acquisition et aucune des deux parties ne peut se rétracter. On force alors l'acheteur à en acquitter le paiement. Pourquoi les sages ont-ils institué cette règle concernant les biens meubles? Cela est un décret de crainte que l'acheteur n'acquitte le paiement de l'objet et que cet objet ne disparaisse par force majeure avant qu'il ne le prenne. Par exemple, si un incendie se déclare et le brûle, ou si des bandits viennent et s'en emparent. S'il était considéré en la possession de l'acheteur, le vendeur se montrerait hésitant et ne le sauverait pas. Aussi les sages l'ont-ils considéré comme la possession du vendeur afin qu'il s'efforce de sauver l'objet, étant tenu de rembourser l'acheteur en cas de perte. Conséquemment, si l'acheteur acquitte le paiement d'un objet et que l'objet disparaisse par force majeure avant qu'il ne le prenne, et que l'acheteur dise au vendeur « Donne-moi l'objet que j'ai acheté ou rends-moi mon argent », bien qu'il y ait des témoins attestant que l'objet a disparu par force majeure et que le vendeur n'avait pas le pouvoir de le sauver et n'a pas été nonchalant en la matière. Ce dernier doit restituer l'argent à l'acheteur car les sages ont institué que l'acquisition se fasse par traction. C'est pourquoi les sages n'ont pas institué que l'acquisition se fasse par traction lorsque la maison où se trouve l'objet vendu appartient à l'acheteur et est loué au vendeur, car l'objet se trouve alors dans le domaine de l'acheteur. Donc, dans pareil cas, conformément à la loi biblique, dès que l'acheteur verse l'argent au vendeur, l'objet lui est acquis et aucun d'eux ne peut se rétracter. De même,
cas d'acquisition de biens meubles autrement que par traction. Celui qui loue l'endroit où sont entreposés les objets de la vente en fait acquisition, bien qu'il ne les ait ni soulevés ni tirés et qui ne lui ait pas été remis car ils sont désormais en son domaine et aucune des parties ne peut se rétracter. Nous avons déjà expliqué que la location d'un bien immeuble se fait par de l'argent, par un acte de location ou par razaka. Lorsque la propriété d'un bien immeuble est transférée ensemble avec des biens meubles, dès que l'acquéreur acquiert le bien immeuble par de l'argent, par un acte écrit ou par razaka, les biens meubles lui sont acquis avec le bien immeuble. Cela s'applique que tous les deux, l'immeuble et les meubles, lui soient vendus ou lui soient donnés, ou encore que les biens meubles lui soient vendus et le bien immeuble donné et vice-versa. Dès lors qu'il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas où les biens meubles sont rassemblés dans le bien immeuble. En revanche, s'ils se trouvent à un autre endroit, il faut que le cédant dise à l'acquéreur acquiert les biens meubles incidemment avec le bien immeuble. Bien, même si les biens meubles se trouvent dans une autre localité, que le cédant dise à l'acquéreur acquiert-les incidemment avec tel bien immeuble, dès lors qu'il acquiert le bien immeuble, il acquiert les biens meubles, bien qu'ils ne soient pas rassemblés à l'intérieur du bien immeuble. Et si le cédant n'a pas dit acquiert-les incidemment avec le bien immeuble, l'acquéreur ne les acquiert pas avec un bien immeuble de taille quelconque, on peut incidemment acquérir tous les biens meubles que l'on souhaite. S'il transfère un champ à une personne et des biens meubles à une autre personne, bien qu'il ait dit au second acquiert les biens meubles incidemment avec le bien immeuble transféré au premier, et que le premier ait accompli un acte de razaka sur le bien immeuble, le second n'acquiert pas les biens immeubles. Cependant, si ce dernier saisit les biens meubles après que le cédant s'est rétracté, on ne lui retire pas dès lors qu'il les a saisis après que le premier a acquis le terrain avec lequel les biens meubles ont été incidemment transférés. Telle est la loi relative à celui qui transfère des esclaves ensemble avec un bien immeuble. En accomplissement un acte de razaka sur les esclaves, l'acquéreur n'acquiert pas le bien immeuble. S'il accomplit un acte de razaka sur le bien immeuble, il n'acquiert pas les esclaves, à moins qu'ils ne se tiennent à l'intérieur du bien immeuble. Bien que le cédant lui ait dit acquiert les esclaves incidemment avec le bien immeuble, il ne les acquiert pas, à moins qu'ils ne se trouvent à l'intérieur du bien immeuble, car un esclave se déplace de son propre gré. Telle est la loi relative à celui qui transfère ensemble des esclaves et des biens meubles. En tirant les biens meubles, l'acquéreur n'acquiert pas les esclaves. En accomplissant un acte de razaka sur les esclaves, il n'acquiert pas les biens meubles, à moins que les biens meubles se trouvent sur les esclaves et que celui-ci soit attaché de sorte qu'il ne puisse pas se déplacer. Telle est la loi relative à celui qui transfère ensemble un animal et des ustensiles qui se trouvent sur lui. Bien que l'acheteur ait tiré l'animal et l'ait acquis, il n'acquiert pas les ustensiles qui se trouvent sur lui, jusqu'à ce qu'il soulève les ustensiles même ou les tire si pareils ustensiles ne sont pas généralement soulevés, car un animal est considéré comme une cour ambulante, ce qui s'y trouve n'étant pas acquis à son propriétaire. C'est pourquoi, si l'animal est attaché, l'acquéreur acquiert en tirant l'animal même les ustensiles qui sont sur lui. Si le cédant dit à l'acquéreur, tire l'animal et acquiert les ustensiles qui sont sur lui, étant donné qu'il ne lui transmette pas l'animal même si l'acquéreur le tire alors qu'il est attaché, il n'acquiert pas les ustensiles qui sont sur lui, à moins qu'il ne les tire eux-mêmes. Soit le cas d'un pot de plantes trouées posé sur le sol. Premier cas, le pot troué appartient à une personne et les plantes qui sont à l'intérieur à une autre personne. Si le propriétaire du pot transfère la propriété du pot au propriétaire des plantes, dès que ce dernier tire le pot, il l'acquiert. Si le propriétaire des plantes transfère la propriété des plantes au propriétaire du pot, celui-ci n'acquiert pas les plantes tant qu'il n'y a pas accompli un acte de razaka sur les plantes mêmes. La raison en est donnée à la fin du paragraphe suivant. Second cas, le pot et les plantes qui sont à l'intérieur appartiennent à une seule personne et celle-ci transfère le tout à autrui. Si l'acquéreur accomplit un acte de razaka sur le pot pour acquérir les plantes, il n'acquiert pas même le pot. S'il accomplit un acte de razaka sur les plantes, il n'acquiert le pot. C'est là le sens de ce que les sages ont enseigné des biens sur lesquels les responsabilités n'est pas engagées, c'est-à-dire les biens meubles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une hypothèse s'acquièrent ensemble avec des biens sur lesquels la responsabilité est engagée, les biens immeubles. En effet, les plantes dans le pot troué sont considérées comme plantées dans le sol et on a pour règle que tout ce qui est attaché à la terre lui est assimilé, c'est-à-dire à le statut de bien immeuble, comme nous l'avons expliqué. Nous avons déjà expliqué que tout ce qui est prêt à être récolté est considéré comme étant déjà récolté et ne peut donc être acquis qu'en étant levé ou par les autres procédés d'acquisition des biens meubles.
soit du lin attaché au sol et sec au point de ne plus avoir besoin de la terre. Si le propriétaire de la terre dit à un autre, bonifie-moi une quelconque surface de la terre en arrachant le lin et acquiert tout le lin qui se trouve dessus. Dès que l'acquéreur arrache une quelconque quantité de lin, il en acquiert la totalité du fait de cette stipulation. En revanche, si le propriétaire de la terre lui transfère ce lin par une vente ou par un don, l'acquéreur n'acquiert que le lin qu'il arrache, puisqu'il le soulève alors. Il en va de même pour tout cas semblable. Amen.